Aujourd'hui, je vais faire un petit zoom sur ce que sont les activités sur les marchés financiers parce qu'il y a un énorme amalgame entre les traders, les investisseurs, les scalpers. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un trader? Est-ce que vous êtes un trader? Quand est-ce qu'on sait qu'on fait du trading? Alors, un trader, en fait, c'est quelqu'un qui fait soit de l'effet de levier, c'est-à-dire qu'il va utiliser des produits dérivés, des options, des contrats futurs, des warrants, des turbos, des actions sur le SRD, des CFD, du Forex, bref, tout un tas d'outils qui vont lui permettre de faire des opérations, c'est-à-dire qu'il va mettre 100 € sur la table et il va jouer avec 200, 300, 500, 1000 euros de manière à obtenir un effet de levier conséquent avec des gains et des pertes qui sont démultipliés. Ensuite, les caractéristiques du trader, c'est qu'il joue à court terme. Il joue de quelques minutes, ce qu'on appelle le scalper, à quelques dizaines de minutes, quelques heures ou quelques jours. Ça ne l'intéresse pas de tenir des positions. En fait, à court terme, les marchés sont souvent très techniques et plus le temps s'écoule et moins la psychologie et les réactions de marché, les configurations graphiques ou techniques influencent les statistiques et plus les fondamentaux commencent à influencer les cours de bourse. Donc bien sûr, tout ça, c'est la ligne entre les deux est extrêmement compliquée et voire impossible à modéliser. Mais le trader, il s'intéresse vraiment à court terme, il va prendre souvent des positions par exemple sur les actions, donc il n'a absolument rien à taper, il ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans, il ne connaît absolument pas l'entreprise. Il va repérer des configurations ou par exemple une entreprise qui fait moins 20% dans la journée, il va jouer un rebond, il va jouer des excès de psychologie à la hausse ou à la baisse. Donc c'est un spéculateur, un trader fait de la spéculation. Il a une optique de faire des gros gains. Il n'est pas mécontent s'il fait 50% par an. Pour lui, c'est vraiment sa target. Alors qu'en comparaison, donc ça, les traders, un courtier par exemple, un courtier chez un broker qui prend les ordres des clients, qui appelle les clients ou qui fait du business, c'est pas un trader, c'est un avoir, c'est un commercial. Le trader, c'est vraiment quelqu'un qui gère de l'argent. Parce que ça, c'est un truc en France, ça dépasse tout le monde. Parce qu'on utilise le mot trader un peu à toutes les sauces. Il y a même des traders qui font des opérations de fusion-acquisition, ce qui est n'importe quoi, on le lit dans la presse. Après, il y a des fois, les traders, ça devient des banquiers. Alors, et puis les fusions-acquisitions, ce sont des banquiers aussi. Bon, bref. D'ailleurs, Jérôme Kerviel, apparemment, on l'appelait le banquier. Le mec, il est dans une salle de marché, il gère un capital, il prend des risques, il est là pour faire de l'argent et c'est quand même une activité qui est, comment dire, qui consiste à cliquer sur une souris et à jouer sur des variations de cours et des écarts à très court terme et c'est tout, quoi. Donc la plupart des gens qui font du trading perdent, je le répète parce que ça n'a pas l'air d'être très clair suite à ma vidéo d'hier. L'AMF a publié un rapport pour annuler, pour tenter de fermer l'utilisation des CFD du Forex en France. Et ils ont dit, on justifie ça parce que 90% des comptes de particuliers qu'on a étudiés perdaient. Moi je pense que là, ils se moquent du monde, ils ne disent pas la vérité. Il y a deux vérités qu'ils ne disent pas. La première, c'est pourquoi ils veulent fermer les CFD et le Forex alors que tous les comptes de trading sont les contrats futurs, les options, les fonds sectoriels des banques, etc. Il y a tout qui perd. Dès que vous mettez de l'effet de levier, les particuliers sont éclatés. Donc il n'y a pas un support spécifique où il y a des gens qui perdent et puis d'autres supports où les gens ne perdent pas. La vérité, c'est que tout le monde perd partout, massivement. Les taux de réussite, on les connaît, c'est 1 à 2% de traders gagnants, maximum 3%. C'est le maxi qu'on puisse voir, c'est-à-dire que quand la MEF dit qu'il y a 90% des gens qui perdent, d'un côté elle est assez optimiste parce que ce qu'elle ne parle pas c'est parmi les gains, donc parmi les 10% de comptes gagnants, en fait il y en a 5, 6, 7% sont des comptes qui sont non significatifs, qui ne perdent pas mais qui ne gagnent pas, qui sont à peu près flat, légèrement positifs, de 5, 10, 15% et la plupart de leurs titulaires sont parfaitement incapables de reproduire ça ou de faire plus de gains. Donc en fait, au final, la vérité crue, c'est que le monde du trading, je le répète, c'est 2 à 3% d'élus uniquement et les autres contribuent. Voilà, ils perdent de l'argent. Donc les gens se disent, oui, tu es défaitiste, oui, tu exagères un petit peu, etc. etc. Non, j'exagère pas, c'est encore pire que tout ce que tout le monde peut imaginer. Et ceux qui sont bien placés pour savoir et confirmer ce que je suis en train de raconter sur les courtiers, puisque eux, ils ont les listings. J'ai déjà accédé à des back-office de courtiers et je peux vous garantir, et il y a d'autres personnes qui ont fait des recherches aux États-Unis qui confirment, le 97, 95, 97% des comptes
sont parfaitement incapables de montrer des gros gains de plus de 50% par exemple. Voilà. Donc c'est ça l'univers du trader et il est assez souvent confondu et assimilé à l'univers de l'investisseur. L'investisseur, ça n'a rien à voir avec le trading, c'est quelqu'un qui parie sur plusieurs mois, voire plusieurs années sur des titres, donc sur les entreprises, la plupart du temps, ou sur des obligations. Donc quand on parie sur une obligation, on parie que la boîte ne va pas faire faillite. Quand on parie sur une entreprise, on parie sur sa capacité bénéficiaire à long terme. Donc les investisseurs, on peut les diviser en... Bon, il y a plusieurs styles, mais c'est beaucoup plus simple à comprendre que le monde du trading. Vous avez les investisseurs value. Ce sont des gens en fait qui achètent de la valeur. Qu'est-ce que c'est qu'acheter de la valeur en bourse? Vous prenez la somme des actifs d'une entreprise. Par exemple, si vous avez quelque chose qui vaut 100 millions, si votre cours de bourse, qu'on appelle la capitalisation, vaut 70 millions, ça veut dire que si vous achetez tout le capital disponible en bourse, et vous découpez l'entreprise à la rondelle et que vous fourriez tout ça à la casse, et ben vous gagnez 30 millions. Vous avez payé, donc là le cours de bourse est sous-évalué par rapport à la valeur des actifs. C'est ça l'approche value. Vous avez d'autres critères, je ne peux que vous recommander cette approche parce qu'à long terme, c'est celle qui a donné les meilleurs résultats. Toute la modélisation à horizon 50, 70 ans, donc sur plusieurs décennies de cours de bourse, montre que l'approche value est la meilleure. C'est celle de Warren Buffett notamment, même si il arrive que dans l'histoire, pendant 5 ans ou 10 ans, une autre approche surperforme la gestion value, mais sur très long terme. Dès qu'il y a des excès de marché à la baisse, c'est là où il faut faire ses emplettes. Les autres critères pour la gestion value, c'est la comparaison de la capitalisation de la société au cash flow. Donc l'aptitude de la société à dégager du cash. Donc vous déterminez si vous payez cher ou pas cher une entreprise qui dégage, donc si vous payez 2 fois, 3 fois, 10 fois le cash. Voilà, donc vous comparez ça au reste actions du secteur et ça vous permet de savoir si l'entreprise elle est chère ou pas chère. Mais vous ne mettez jamais de l'argent dans une entreprise qui est surcotée. Vous attendez qu'elle soit décotée. Alors le problème, c'est que par moment, il y a des entreprises décotées qui font faillite. Donc ça, c'est un peu l'envers du décor. Mais si vous comprenez bien le business, comment il marche, comment vous pouvez gagner de l'argent, comment l'entreprise gagne son argent, normalement, avec un peu d'expérience, vous vous débrouillez pour ne pas miser sur une boîte qui est en train de faire faillite. L'exemple le plus connu en ce moment, c'est Bear Stearns aux États-Unis. C'était un distributeur. Tous les mecs qui adorent la gestion value qui ont foncé dessus, ils sont en train de se faire enfoncer, ça perd tout ce que ça veut. Donc le problème de la gestion value, c'est que la décote qui est disponible sur les marchés financiers, on ne sait jamais trop. Il faut toujours apprécier si elle est là parce qu'il y a juste un problème qui peut être corrigé ou si elle est là parce qu'il y a un grave problème et que le business model de l'entreprise est quasiment mort et que la boîte va sauter. Donc c'est le danger de la gestion value. En face, vous avez la gestion growth, la gestion des valeurs de croissance. Donc là, tout le monde se fout complet des ratios de valorisation. Des entreprises de croissance, ça va être Amazon, ça va être Apple, ça va être Microsoft, c'est toute la techno américaine. Où là, on voit des ratios complètement déments. Et les gens, ils acceptent de payer un prix dément, tout simplement parce qu'ils estiment qu'à horizon 5 ans, 10 ans, l'entreprise ne va pas arrêter de croître sur des ratios de 25, 30, 40%. Et que donc la capacité bénéficiaire dans le futur va exploser et que donc il ne faut pas hésiter à prendre l'action tout de suite en plein vol, en pleine ascension et non pas attendre. L'inconvénient de ce genre d'approche, ça marche très bien en ce moment, ça marche très très fort dans toutes les bulles spéculatives. À chaque fois qu'on est en fin de marché haussier, la gestion growth explose et explose littéralement la value. L'inconvénient, c'est que dès qu'il y a une alerte sur une régression de la progression des bénéfices ou de la croissance du chiffre d'affaires ou des parts de marché ou du nombre d'utilisateurs d'une application ou tout ce que vous voulez, dès qu'il y a une alerte, dès qu'il y a un ralentissement, ça peut dire que ça se retourne, mais dès qu'il y a un ralentissement, alors là c'est la panique et vous prenez un profit warning et là généralement, comme c'est surévalué et que c'est une bulle, parce qu'en fait c'est une bulle, tout le monde accepte de jouer parce que tout le monde parie qu'eux, mais dès qu'il y a une alerte, alors là vous pouvez être sûr qu'il y a du moins 20, du moins 30, du moins 50% de chute quasi immédiate. Donc c'est l'inconvénient pour les investisseurs qui font une approche growth. Ensuite, vous avez d'autres approches donc un peu dérivées. Vous avez l'approche momentum qui consiste à jouer sur les récents gagnants à 3 mois, 6 mois, 1 an, en espérant qu'au cours des 6 mois ou de l'année prochaine qui vient, les gagnants en cours vont continuer à gagner, à progresser plus que les autres.
Donc ça marche pas mal. La recherche académique aussi a montré que pour les investisseurs, c'était plutôt une bonne stratégie. Mais à nouveau, il y a l'inconvénient de l'approche growth, c'est-à-dire que quand une valeur momentum connaît un problème, la sanction elle est immédiate. C'est du moins 20, du moins 30%. Donc généralement ce que font les gens, c'est qu'ils prennent 20, 30, 50 valeurs pour diluer le risque d'un canard boiteux, qui finit toujours par arriver, mais ça permet de diluer. Donc les investisseurs, au final, ce qu'ils cherchent, ce sont des entreprises aussi avec un bon management, un avantage compétitif sur la concurrence et sur le marché qui leur permettent de maintenir et de développer la société. Donc l'investisseur fait un travail de recherche, de compréhension, il essaye de comprendre comment l'entreprise marche, comment elle va maintenir sa capacité à faire des bénéfices dans le futur. Donc c'est un vrai travail d'analyse financière, c'est un vrai travail de compréhension, de stratégie, c'est un vrai travail d'anticipation des besoins de la demande des clients. Voilà, donc contrairement au trader qui lui regarde des graphiques, des données, il cherche des failles de marché. Voilà. Donc parmi les investisseurs, contrairement aux traders, je le répète une dernière fois, il n'y a que 2 à 3% des traders qui gagnent vraiment leur vie. 87%, il y en a 7% environ qui gagnent, qui sont flat, légèrement positifs, et 80% qui perdent, dans le meilleur des cas d'ailleurs. Donc parmi les investisseurs, bien sûr, les probabilités de réussite sont largement supérieures, il n'y a pas d'effet de levier, il y a une approche long terme, les marchés boursiers sont à long terme plutôt globalement haussiers, donc un investisseur qui porte des actions sur le long terme va permettre de se faire embarquer et gagner. Un investisseur, il n'a pas du tout les mêmes objectifs de rentabilité, s'il gagne 10-15% par an, il est super content, alors qu'un trader, pour le rendre satisfait, ça va peut-être être de l'ordre de 50% par an pour qu'il soit vraiment content de ce qu'il fait. Alors qu'un investisseur à 10-15%, il est content déjà. Voilà, quels sont les investisseurs les plus célèbres? C'est Warren Buffett, vous avez Bill Gross dans les obligataires, vous en avez plein que vous connaissez tous. Ces gens-là, vous avez les fonds de pension, vous avez les fonds de retraite, vous avez tout un tas d'intervenants qui font de l'investissement. Est-ce qu'ils sont efficaces, les investisseurs? Alors généralement on compare la performance des investisseurs à la performance des indices boursiers, parce que c'est une performance passive. Est-ce que l'investisseur bat l'indice boursier ou pas? Alors là, non. 95%, à nouveau on retombe sur les mêmes chiffres. 95% des fonds des investisseurs ne parviennent pas à battre la performance passive des indices boursiers. Donc on retombe dans les... Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont perdants. C'est-à-dire qu'on est perdant en valeur relative dans le monde de l'investissement. On est perdant en valeur relative par rapport à un benchmark, donc, qui est le CAC 40, le Dow Jones, le SP 500, le DAX en Allemagne. Mais ça ne veut pas dire qu'on est perdant en euros, par exemple, que d'une année à l'autre, on perd de l'argent. Contrairement aux traders, tous les comptes de trading qui, eux, perdent de l'argent littéralement. Il n'y a pas de benchmark pour le trading. Voilà ce que je peux vous dire pour les grandes différences entre investissement et trader, et il ne faut vraiment pas confondre. Un investisseur en plus il va faire 5-10 opérations. À mon avis, un investisseur il fait 1 ou 2 opérations bonnes et judicieuses par an et c'est fini, il a réussi son coup, il a réussi son job. Donc il faut attendre les creux de marché, c'est un jeu qui n'a rien à voir. Le trading c'est toute la journée ou tous les jours, il faut être devant, surveiller les positions. C'est pas du tout le même commitment, le même investissement dans la fonction. Donc tout le monde peut devenir investisseur et il y a même un avantage à devenir investisseur, alors que le trader, encore une fois, c'est une activité qui est vraiment très peu accessible au commun des mortels. Bon, si vous voulez vous intéresser plus en profondeur au trading, au monde du trading et aux techniques, j'ai vu avec Eric David qui élabore des stratégies pour le Forex. Je vous ai préparé un petit lien dessous. En fait, c'est Eric vous propose de vous montrer ce que c'est que le market profile. Alors, le market profile, ça a été inventé dans les années 80. Moi, c'est un truc qui m'a passionné, le market profile. Ça consiste à allouer une lettre par quart d'heure ou demi-heure, je ne me souviens plus, pour faire un profil des cotations. Et en fait, vous découvrez que chaque séance, un trader il s'occupe énormément des aspects techniques et des configurations graphiques et techniques et statistiques sur les cours boursiers. Et vous découvrez que le market profile, vous n'avez pas quand même 36 types de séances différentes. Ça vous permet en fait de déterminer
Qu'est-ce qu'on est en train de construire comme type de séance aujourd'hui et où est-ce que vous allez pouvoir acheter ou vendre à très court terme avec des supports, des résistances. Ça vous donne un aperçu, c'est une autre forme de représentation des cours boursiers. C'était très à la mode parce que les gens sur les marchés à la criée dans les années 80, avant que tous les marchés deviennent électroniques, ils tenaient leur market profile à la main, c'était super pratique, ça leur permettait de suivre les cotations, de voir comment les cours se déplaçaient. Il ne faut jamais oublier que les cours c'est un axe de temps sur prix et que les prix se déplacent en fonction du temps qui s'écoule. Et le market profile c'est un outil assez intéressant au moins à découvrir, si ce n'est à utiliser quand on fait du day trading et qu'on est très actif à court terme en faisant pas mal d'opérations. Donc sous la vidéo vous avez un PDF qui va vous montrer tout ça et qui va aussi vous donner des indicateurs pour représenter ça sur une plateforme qui s'appelle MT4 qui est la plateforme des traders. Donc vous avez les outils pour mettre en place du market profile sur tous les marchés de la planète. Voilà, donc ça vous donnera un bon aperçu de ce que peut être du trading technique court terme. Donc le lien est disponible sous la vidéo et c'est fait par Eric David. Encore une fois, c'est pas moi qui fais ça. Donc Eric David, il fait du forex à la base, même si il applique son market profile sur les indices boursiers. Le trading sur indices boursiers, c'est intéressant parce que le plus gros risque, le risque le plus majeur pour un trader, c'est la faillite. Donc où c'est une annonce à la con, hein, vous êtes en position et puis le lendemain il y a une grève par exemple dans une entreprise où vous avez un PDG qui fait une annonce qui décroche un contrat, donc ça c'est une annonce positive, ça peut être une annonce négative, ça peut être un gouvernement, ça peut être une nouvelle loi, ça peut péter à chaque instant. C'est un risque systémique qu'on ne peut pas contrôler. Et donc quand on est trader, on est à la merci de ce genre de choc, ce qu'on appelle un choc de volatilité. Et c'est assez insupportable que de se faire prendre dans un mouvement à contre-courant de ce qu'on porte comme position pour une news comme ça qui est inanticipable et qui peut provoquer des grosses pertes. Donc il y a pas mal de traders dont moi ce que je faisais dans le passé c'est qu'après on migre vers les indices boursiers ou les indices sectoriels parce que ce sont des moyennes de valeur et donc même s'il y a une valeur qui est cartonnée par une news, l'indice boursier grosso modo il y a 30 valeurs dans le Dow Jones, il y en a 40 dans le CAC 40, 30 dans le DAX, l'indice allemand et vous en avez 500 dans le SP500 américain. Donc du coup vous en foutez. Donc du coup pour faire du trading c'est quand même ça limite considérablement les trucs un peu bizarres de volatilité qui peuvent apparaître. Donc Eric David il applique aussi son market profile en dehors du forex sur les indices boursiers. Voilà, donc ça vous permettra de découvrir tout ce petit monde. Sur ce, je vous dis à bientôt.